Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez donc compris, si d'aventure je n'avais pas été naturellement convaincue par la nécessité absolue d'agir rapidement dans notre pays sur la lutte contre les violences faites aux femmes et sur la protection des victimes, si donc d'aventure je n'avais pas été convaincue, eh bien je cours le risque d'être traînée rapidement devant la CJCE par Madame la commissaire, et c'est très bien, et je trouve ça formidable, mais il se trouve que je suis convaincue par ailleurs. Et c'est évidemment de cela que je suis venue vous parler. D'abord, je voudrais commencer vraiment par vous remercier de vous être mobilisés, toutes et tous, autour de la cause des femmes victimes de violences cet après-midi, ce matin déjà. Merci à Madame le bâtonnier et à son équipe de m'accueillir dans cette initiative. C'est tellement rare de s'adresser à une Madame le bâtonnier que je le redis 2 fois pour bien savourer la chose. Merci de manière générale pour cette démarche qui vraiment permet de mettre à l'ordre du jour ce qui reste trop souvent dans l'ombre et dans le silence, et qui, aujourd'hui, cette démarche va permettre d'apporter, je l'espère, un certain nombre de réponses concrètes dont nous avons plus que jamais besoin. Les femmes victimes de violences, je ne l'apprendrai à personne ici, trouvent difficilement autour d'elles d'autres réponses que la pudeur, ou au mieux, allez, l'empathie. Notre rôle, votre rôle aussi, c'est de leur apporter des réponses. De leur apporter des réponses et de les guider dans le parcours de sortie des violences. Vous connaissez les chiffres, ceux de l'ONDRP ont été rendus publics hier, donc vous les avez vus comme moi. En 2 ans, plus de 200 000 femmes qui déclarent avoir été victimes de violences sexuelles en dehors du ménage. Pendant la même période, c'est plus de 500 000 femmes qui déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du ménage. Une femme sur 7 qui se sent en insécurité dans son quartier, une femme sur 10 qui ne se sent même pas toujours en sécurité dans son propre domicile. Évidemment, ces chiffres en disent long sur la réalité des violences. Elles sont massives, ça n'est pas un problème d'ordre privé. Elles sont, ces violences, le symptôme terrible, terrifiant, d'une société où perdurent les comportements sexistes. Et surtout, ces violences, elles sont le plus souvent commises à la maison, par ceux-mêmes qui partagent la vie des victimes. Elles sont commises dans l'intimité, là où la puissance publique n'a pas l'habitude d'entrer, mais l'intimité ne doit pas rimer avec l'impunité. Vous le savez, les taux de plainte sont faibles. Ils sont tels aujourd'hui qu'on peut dire qu'une femme sur 10 seulement, peut-être même un peu moins, dépose plainte après avoir été victime de violences. La moitié des femmes qui poussent la porte d'un commissariat, même la moitié seulement, vont finir par ne déposer aucune plainte. Et les désistements en cours de procédure, vous en voyez souvent, sont malheureusement encore trop nombreux. Il y a des raisons à cela, on les connaît. Ces femmes ont une famille qu'elles ont peur de briser. Elles ont organisé leur vie avec leurs compagnons. Il y a souvent des enfants aussi, dont elles ne veulent pas nécessairement couper le lien avec le père. Elles se posent aussi la question des ressources, du risque de se retrouver à la rue. Le temps est venu d'un sursaut collectif contre chacune de ces impasses. Le temps est venu d'un engagement de toutes et de tous aux côtés de ces femmes victimes de violences. On n'y parviendra que si on arrive à imposer le débat dans le débat public, que si on arrive à imposer le sujet dans le débat public. Parce que tout ce qui est pudeur en la matière, tout ce qui est ignorance en la matière, tout ce qui est sexisme aussi, car il y en a, sont tels que notre société, trop souvent, fait de cette question une question taboue. Eh bien, on se rend compte que finalement, sur un sujet comme celui des violences faites aux femmes, lorsqu'on en parle encore aujourd'hui, on en parle à voix basse. Quand on s'inquiète de tel ou tel collègue qu'on n'a pas revu depuis longtemps, de telle voisine, de tel membre de sa famille qui pourrait peut-être être victime, ce ne sont jamais des conversations à haute voix, des conversations assumées. Il y a toujours comme un malaise dans la pièce. Nous devons aujourd'hui très concrètement élever la voix. Élever la voix si nous voulons que ces violences reculent. Élever la voix si nous voulons que les victimes elles-mêmes parlent. Si nous voulons que la justice soit saisie et si nous voulons que les coupables cessent leur violence.
Je ne nie pas évidemment le rôle essentiel, principal des pouvoirs publics en la matière. Je suis porte-parole du gouvernement, je mesure le poids des mots et l'importance que peut avoir pour une victime, pour un témoin, pour un auteur de violence, une telle parole publique sur ces violences faites aux femmes. Mais au-delà de ce que les pouvoirs publics peuvent faire et vont faire, j'y reviendrai dans un instant, cette responsabilité de lever le voile sur ces violences repose sur chacune et chacun de nous. Nous serons d'autant plus efficaces et d'autant plus écoutés que nous disposerons de données précises, illustrées, ancrées sur le territoire. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on en manque de ces données. Madame la commissaire elle-même le soulignait. Il ne suffit pas de mesurer chaque année le nombre de femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-compagnon, 122 en 2011. Il ne suffit pas de mesurer ce chiffre-là pour traduire la réalité des violences intrafamiliales en France. Nous ne disposons pas de connaissances statistiques suffisantes. C'est pourquoi je me suis engagée à mettre en place, et nous sommes en train de le faire, cet Observatoire national des violences faites aux femmes. C'était une demande insistante de la part des associations qui connaissent parfaitement leur affaire, des parlementaires aussi. C'est un besoin que je ressens moi-même comme ministre en charge des droits des femmes pour piloter les politiques de mon ministère. Je sais que plusieurs d'entre vous, et en particulier vous, Madame le Bâtonnier, vous avez et votre équipe souhaité y contribuer à cet Observatoire national des violences faites aux femmes. Je veux vous en remercier. Bien entendu, vous serez les bienvenus. Cet observatoire sera créé avant la fin de l'année 2012. Cet observatoire sera chargé d'initier des études, bien sûr. Je pense notamment à cette grande étude Virage pour relancer l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes, qui nous manque cruellement depuis un grand nombre d'années, un trop grand nombre d'années. Mais cet observatoire servira aussi à les diffuser, ces connaissances, et à contribuer à l'animation des politiques locales, notamment par un certain nombre de recommandations concrètes aux préfets. Cet observatoire analysera les expérimentations locales pour travailler, pour proposer au pouvoir public la généralisation de celles qui fonctionnent, car il y en a dans ces expérimentations locales qui ont indéniablement fait leurs preuves, et il n'y a plus de raison à cette espèce de rupture d'égalité entre les citoyens due au volontarisme politique de quelques élus dans certains territoires, quand dans d'autres territoires les choses n'ont pas beaucoup bougé. Lorsqu'on sait qu'une expérience marche bien en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, il faut évidemment veiller à ce qu'elle se généralise rapidement. Les bonnes pratiques, j'ai eu l'occasion d'en voir vraiment sur un certain nombre de territoires, sur des sujets très variés, sur la formation des professionnels par exemple que vous évoquiez tout à l'heure, Madame la Commissaire, sur l'accueil des victimes aussi, sur l'intervention des assistants sociaux dans les commissariats ou les gendarmeries, sur la prise en charge sanitaire des victimes ou encore dans la prise en charge des auteurs, parce que le suivi des auteurs est évidemment un point absolument essentiel si l'on veut éviter la récidive qui est trop souvent monnaie courante en la matière. Dernière pratique extrêmement intéressante et exemplaire que j'ai pu constater sur le terrain, la réservation de places pour les victimes chez les bailleurs sociaux, car l'une des questions que se posent souvent les victimes, je le disais, c'est: est-ce que je vais finir à la rue avec mes enfants? Il faut évidemment les rassurer totalement sur la question de l'hébergement. Toutes ces expertises, toutes ces expériences, toutes ces pratiques, il faut les partager. C'est la raison pour laquelle je lance cette semaine, très exactement dans 2 jours, ce vendredi, un vaste plan de formation interdisciplinaire sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Seront réunis des professionnels de tous les mondes confrontés à un moment ou à un autre aux femmes victimes de violences. Des avocats donc, des huissiers, des policiers, des gendarmes, des magistrats, des médecins, des enseignants. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux à former cette chaîne de la protection des femmes victimes de violences dont nous voudrions que plus un maillon ne manque et surtout qu'elle ne laisse passer aucun interstice dans lequel la victime, on le sait bien, peut tomber trop facilement. Avec ces différents professionnels, lors de cette formation interdisciplinaire, il s'agira de créer une connaissance commune de la réalité de ces violences faites aux femmes. Parce qu'on le sait bien, là où des professionnels sont mobilisés, c'est ce que j'ai constaté sur le territoire,
là où des professionnels sont sensibilisés, sont formés, alors ils se mobilisent. Et là où ils sont mobilisés, alors ils organisent les pouvoirs publics autour du parcours de sortie des violences de la victime. Laquelle victime n'a pas à savoir comment les choses s'organisent, n'a pas à savoir quels sont les partenariats noués par les différents professionnels entre eux pour que tout cela fonctionne. Elle doit juste avoir en face d'elle un continuum de réponses qui la protège du début jusqu'à la fin et qui la prennent en charge. C'est comme ça qu'on peut améliorer la réponse que la société apporte à ces victimes, et c'est le sens de ma présence ici aujourd'hui à votre colloque. La formation des professionnels est décidément un des principaux leviers de la lutte contre les violences faites aux femmes. Notre refus de ces violences, je veux le dire ici, ça n'est pas une posture, c'est un projet politique. Et donc c'est une politique publique à part entière. Une politique publique à part entière a besoin de cohérence, a besoin de pilotage pour mieux assurer le lien entre, d'une part, la réponse pénale et d'autre part, l'accompagnement social. Je ne crois pas en une solution unique dans tous les territoires. C'est pour cela que nous devons vraiment nous inspirer des meilleures pratiques, mais je crois à la nécessité d'avoir une réponse dans tous les territoires, dans laquelle il faut veiller à ce que des relations solides entre l'État, les collectivités, les professionnels sur ces sujets soient bel et bien menées, pilotées. Cette cohérence, ce pilotage, c'est ce à quoi je travaille déjà depuis plusieurs mois avec mes collègues Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, Christiane Taubira, garde des Sceaux, mais aussi Cécile Duflot, ministre en charge du logement, ou encore Vincent Peillon, ministre en charge de l'éducation. Sachez que ce pilotage, ce sera un des points forts du comité interministériel des droits des femmes qui se réunira le 30 novembre prochain sous la houlette du Premier ministre. J'y proposerai au Premier ministre, justement, une nouvelle politique en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, une nouvelle politique qui se basera sur 4 piliers différents. Le premier, vous le savez ici, la réactivation de l'ordonnance de protection. C'est un outil vraiment intéressant, un très bon dispositif qui permet à une femme d'être protégée même sans plainte, mais qui n'est malheureusement pas assez utilisé. Je n'entre pas dans les détails. Vous savez bien que la plupart des ordonnances de protection qui ont été délivrées depuis 2 ans l'ont été essentiellement dans un département et qu'il est encore des départements dans lesquels ces ordonnances n'ont jamais été délivrées. Pas assez utilisées parce que pas assez connues de vos consoeurs, de vos confrères, pas assez connues des procureurs. Eh bien, c'est cela que nous devons changer par la formation des professionnels. Le deuxième pilier, c'est l'accueil des victimes de violences faites aux femmes. Je souhaite que nous puissions travailler à renforcer cet accueil par la permanence d'aide aux victimes, par la présence d'intervenants sociaux, je le disais tout à l'heure, en brigade ou en commissariat, puisqu'ils ont fait leurs preuves là où ils ont été expérimentés, par des dispositifs qui créent au fond du lien entre les acteurs pour un accompagnement meilleur de la personne, qui prennent en considération chacune des problématiques qui entourent la question des violences et de la sortie des violences. À l'hôpital également, je connais des bonnes pratiques d'accueil de femmes aux urgences. C'est essentiel de savoir en effet repérer quand une femme a besoin d'aide, quand une femme est une victime. Ça ne s'improvise pas. Et d'un premier contact réussi, c'est une confiance qui peut être gagnée pour ensuite faciliter l'activation d'une procédure, faciliter le dépôt de plainte. Je sais que vous en avez eu des témoignages ce matin. L'accueil des victimes passe aussi évidemment par l'appui apporté aux accueils téléphoniques des victimes qui doivent être renforcés. Troisième pilier, la question de la sécurité. Un outil simple et efficace a été expérimenté dans quelques départements, vous le connaissez ici, par des acteurs locaux, en Seine-Saint-Denis, dans le Bas-Rhin, dans le Val d'Oise ou à Paris. Il s'agit du téléphone portable grande urgence, grand danger. Ce téléphone portable a fait ses preuves, il a sauvé des vies, eh bien il sera généralisé sur l'ensemble du territoire français en 2013. Enfin, quatrième pilier, la lutte effective contre la récidive. Je le disais, la récidive, c'est malheureusement monnaie courante en matière de violences faites aux femmes. Le triple meurtre de Vienne, qui nous a tous effarés il y a quelques jours, nous le rappelle si besoin était. Nous devons donc donner toute sa part au suivi des auteurs de violences,
Nous devons faire en sorte aussi de lutter réellement contre la récidive. C'est un sujet qui dépasse la question des violences faites aux femmes. La garde des Sceaux a engagé un travail important en matière de lutte contre la récidive. Nous y serons associés pour ce qui concerne cette problématique précisément. Je suis heureuse, pour finir, de votre souhait d'ouvrir cet après-midi la question de la violence faite aux femmes aux enjeux qui dépassent notre frontière, qui dépassent nos frontières. D'abord parce que dans ce domaine, je crois qu'on a vraiment beaucoup à apprendre des expériences de nos voisins, même si nous ne sommes pas dans les mêmes pays, dans les mêmes cultures, dans les mêmes dispositifs législatifs. Il y a toujours des choses à apprendre. Je pense à l'Espagne, évidemment, à la loi cadre contre les violences dont nous nous sommes d'ailleurs inspirés pour aboutir à la loi du 9 juillet 2010. Je pense aussi à la Suède, dont je reviens, et dont l'engagement auprès des personnes en situation de prostitution est assez exemplaire. Je pense au Royaume-Uni, où j'étais la semaine dernière, et qui a mis en œuvre un dispositif de lutte contre les mariages forcés extrêmement performant et intéressant. Madame Le Bâtonnier, si vous voulez, nous pourrons nous pencher ensemble sur le sujet. Nous avons, je crois, besoin de trouver ensemble des réponses à l'échelle aussi internationale. Lutter contre les mariages forcés, lutter contre, en effet, les mutilations sexuelles féminines, contre la traite des femmes. Tout cela ne peut évidemment, raisonnablement, pas se faire sans coopération européenne et internationale. Le combat se mène aussi au niveau des Nations Unies. J'ai eu l'occasion, le mois dernier, d'évoquer à New York la question de la lutte contre les violences faites aux femmes dans les conflits armés. Vous savez que la situation est particulièrement cruelle dans un certain nombre de régions du monde, et je pense en particulier aujourd'hui au Congo. La France s'est engagée sur cette question aussi. Peut-être aurez-vous l'occasion d'en reparler cet après-midi. Avant de conclure, et bien que j'ai vu qu'elle avait dû nous quitter, je voudrais quand même saluer chaleureusement l'engagement de la vice-présidente de la Commission européenne qui s'est exprimée avant moi, parce que j'ai un sincère plaisir à travailler avec Viviane Reding sur tous ces sujets, l'égalité homme-femme, la lutte contre les violences, en cette période où les droits des femmes ont vraiment besoin de partisans, contrairement à une idée répandue. Je vous souhaite une excellente après-midi de travail. J'espère qu'elle sera fructueuse. Merci encore, Madame Le Bâtonnier et toute votre équipe.